Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Nathalie Goulet, je suis sénateur et secrétaire de la Commission des Finances. Je suis accompagnée d'une collègue, Sébastien Morand, qui est aussi membre de la Commission des Finances, Charles Pratt et Luc Rotel pour cette première table. Nous allons ce matin parler de fraude fiscale et de fraude sociale. Très brièvement, dans la situation financière et budgétaire dans laquelle est la France, il est extrêmement important de lutter contre ces deux fléaux. Alors, la fraude fiscale, c'est simple, c'est l'argent qui ne rentre pas. Bon, ça on le sait, on a un arsenal de lutte contre la fraude fiscale, on a aussi autant de fraudeurs que de taxes, et en plus, on a des fraudeurs qui sont tous extrêmement créatifs. Donc vous connaissez toute la problématique de la fraude fiscale. La fraude sociale, je dirais que c'est presque pire parce que c'est de l'argent qu'on sort tous les mois. C'est un chèque que nos caisses d'assurance maladie, que nos caisses de retraite, que nos départements font tous les mois à des bénéficiaires qui ne devraient pas les toucher. Donc c'est de l'argent qui sort. C'est pas de l'argent qui ne rentre pas, c'est de l'argent qu'on sort tous les mois. Et la situation est quand même extrêmement préoccupante. Parmi cette fraude sociale, Charles et notre ami Luc Rotel nous en parleront, il y a notamment la fraude documentaire, qui est un problème majeur, et qu'on essaye de porter au niveau national, de façon à ce qu'on essaye de prendre des mesures précisément pour lutter contre la fraude documentaire. La fraude documentaire, ça va de la fausse pièce d'identité à l'usurpation d'identité. Et vous avez probablement tous parmi vos proches des gens qui ont été victimes d'usurpation d'identité. C'est totalement kafkaïen, c'est extrêmement compliqué, c'est une fraude extrêmement perverse, c'est une fraude qui coûte extrêmement cher. Voilà, donc je vais immédiatement laisser la parole à Charles Pratt sur la fraude à la sécurité sociale, qui fait partie de mes TOC, mes troubles obsessionnels compulsifs, parce que j'essaye avec les conseils de Charles et avec le travail de nos services de faire prendre conscience de ce problème majeur de fraude documentaire et de fraude à la sécurité sociale. Charles va vous en parler dans une seconde. Alors ça marche. C'est là, oui. Oui, bonjour, merci à tous d'être là. Je suis content de faire une mesure. C'est bien tout ça, je le renvoie à l'écran là, donc je peux dire quel slide va passer. Donc ce matin, globalement, l'idée c'est de vous parler de la fraude aux finances publiques dans le cadre des débats qui sont organisés en ce moment, là jusqu'au 15 mars. Sachant qu'on n'est pas dans un grand débat du président de la République. Hein. Je ne me mettrai pas debout en bras-chemise, désolé. Je resterai assis avec le micro. Mais par contre, l'idée, c'est un petit peu de vous montrer deux, trois aspects de la lutte contre la fraude aux finances publiques, parce que le principe, en tout cas moi, ma position et ce que j'essaye d'expliquer depuis quelques années, c'est qu'il vaut mieux prendre l'argent dans la poche des voleurs et des fraudeurs plutôt dans celle des contribuables. Bon, c'est pas tellement la politique qui est suivie depuis très longtemps dans ce pays, on avait un peu tendance à aller chercher l'argent dans la poche des contribuables, c'est tellement plus facile. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus juste. Et notamment, prenons deux exemples en focus. À savoir ceux dont vous avez peut-être entendu parler depuis 2 mois, cette problématique de la fraude documentaire, donc avec l'immatriculation à la sécurité sociale, dont on va parler d'abord, et ensuite de la fraude à la TVA. Vous verrez qu'il y a des petites choses assez amusantes aussi, intéressantes à faire en la matière. Et à la fin de la matinée, on élargira sur la problématique du consentement à l'impôt. Est-ce qu'on peut faire des réformes pour un impôt plus juste, et vous verrez que la conception de la justice fiscale des Français n'est pas forcément celle que l'on porte, celle dont on voit les oreilles à l'heure des émissions de télévision, des colloques universitaires, mais plutôt à 180 degrés, c'est assez amusant. Donc, on va commencer par la fraude à l'immatriculation, donc à la sécurité sociale. Vous savez, très rapidement, fraude aux finances publiques, vous avez la fraude fiscale, douanière d'ailleurs dedans,
Je vois des collègues, enfin des anciens collègues du nom de la douane et de la DNRE qui sont dans la salle. C'est mon ancien métier avant d'être magistrat. Donc fraude fiscale, fraude sociale, qui se décompose en deux, la fraude aux cotisations sociales, tout ce qui est travail noir, sous-déclaration de travail, etc. Et de l'autre côté, la fraude aux prestations sociales. Alors, il y a eu des évaluations qui ont été faites. En matière fiscale, c'est assez compliqué, on en parlera après là sur la TVA. Le principal chiffre qui circule, c'est 60 à 80 milliards d'euros d'évaluation, c'est un chiffre syndical, mais dans la méthodologie d'appréciation, peut-être laisser un peu à désirer par certains aspects. En matière de cotisation sociale, l'évaluation qui avait été faite par la DNR, je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un dans la salle, et donc qui a été validée par la Cour des comptes à l'époque, c'était entre 20 et 24,9 milliards, 20 et 25 milliards d'euros par an. En revanche, à la fraude aux prestations, vous n'avez pas d'évaluation à faire sur l'ensemble des branches de la sécurité sociale. La branche famille fait qu'une évaluation annuelle, à peu près 1 milliard d'euros de fraude estimée. La réalité est certainement supérieure. La Cour des comptes a encore dit dans son dernier rapport de certification des comptes de sécurité sociale. En revanche, vous n'avez pas d'évaluation officielle de la branche maladie, ni de la branche vieillesse, ni des accidents de travail, de la vie professionnelle, etc. Alors, sur la branche maladie, je fais rapidement une parenthèse. Vous avez quand même deux rapports de l'EHFCL, qui est un organisme européen, qui chiffrait la fraude à 5,56%, puis à 7,29% en 2009, 2010, 2011. Donc si on reprend ces évaluations-là, on serait sur une fraude à plus de 15 milliards d'euros annuels, rien que sur la branche maladie à l'heure actuelle. Je referme une parenthèse, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui, mais il faut garder ça en tête par rapport aux ordres de grandeur des fraudes de prestations sociales. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un autre problème, c'est sur la fraude documentaire. Alors là, on va faire un petit peu d'historique, parce que je sais que c'est quelque chose qui a un petit peu parlé aux gens, ça s'est vu sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je crois qu'il y a des journalistes aussi qui sont là pour même poser des questions s'ils le veulent. On va passer le slide numéro 1. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on nous a prévenu, alors à l'époque j'étais magistrat à la délégation nationale à la lutte contre la fraude, et en 2010 on nous a prévenu qu'on avait un problème sur l'immatriculation des personnes nées à l'étranger dans le système de sécurité sociale. Vous savez, quand vous êtes né en France, votre numéro est attribué quasiment automatiquement. 1 si vous êtes un homme, 2 si vous êtes une femme. Pour l'instant, il n'y a pas encore 3, peut-être pour les jeunes binaires, je ne sais pas. Mais donc, 1 si vous êtes un homme, 2 si vous êtes une femme, votre année de naissance, département de naissance, ville dans le département, donc le numéro d'or de la ville, le mois de naissance, puis après le numéro d'or dans l'état civil, le mois où vous êtes né, dans la ville où vous êtes né. Donc ça, c'est fait assez facilement par l'INSEE. Si vous êtes né à l'étranger, que vous soyez français ou étranger, l'INSEE n'a pas l'ensemble n'a pas un répertoire des communes du monde entier. Donc là, à ce moment-là, votre numéro de sécu vous est attribué classiquement sur des noms, homme, femme, année, mois de naissance, etc. Et après, vous avez éventuellement un code pays, en 1999, il y a quelques pays qui ont des codes en particulier, mais vous n'avez pas la liste de villes. Et donc là, le numéro vous est attribué entre guillemets manuellement, par délégation de l'INSEE, puisque c'est le diplôme de l'INSEE, mais elle a délégué ça à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. J'avais invité le directeur général, il n'a pas voulu venir aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'on aurait pu en parler. Donc la CNAV a un service qui s'appelle le Sondière, qui est basé à Tours, et qui fait ça. Et sur la base de documents, de photocopies d'actes de naissance, de pièces d'identité, etc. En 2010, on dit attention, il y a un problème, il y a une énorme fraude dans ce système-là. Vous venez devant, vous avez de la place si vous voulez, il y a des places assises, monsieur. Donc il y a de la fraude là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notamment mon collègue commissaire divisionnaire qui était avec moi à la DLF, qui a l'information, on organise à l'époque une visite du GIFI, c'est-à-dire le groupe interministériel sur la lutte à la fraude à l'identité, qui va à Tours pour demander à ce service, montrez-nous ce que vous faites, comment vous travaillez, etc. etc. Et donc là, les gens leur montrent les dossiers, on peut passer le slide numéro 2. D'accord. Donc on montre les dossiers à Tours, donc à l'équipe qui était là, et notamment qui était composée de policiers, un spécialiste en fraude documentaire à des frontières, et là, l'ensemble des documents qui leur sont montrés, pratiquement, sont des faux. Donc, panique, comme on dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Premier acte correctif que nous faisons en octobre 2010, donc le GIFI retourne à Tours pour commencer à former les agents à la fraude documentaire. Là, on peut passer le numéro 3 maintenant. Et derrière,
Voilà. Derrière, on décide de faire une mission d'évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est, puisqu'à l'époque, nous avions 17 600 000 dossiers donc de numéros de sécurité sociale attribués à des gens à l'étranger en France, en 2011, et l'idée c'était de se dire, pas 10 millions, il faut, c'est pas possible, il y a un problème, sinon on est vraiment dans la mise, et donc l'idée c'était de voir combien il y en avait. On va passer le slide d'après. Et donc cette mission a été effectuée à la fois par les gens de la DLNF et notamment une personne de l'INSEE qui était détachée chez nous, qui a fait en fait un échantillonnage statistique des 17 millions et quelques de dossiers pour avoir un échantillon représentatif. Ensuite, les policiers de la PAF sont allés regarder dans chacun des dossiers si c'était un dossier constitué sur la base de faux ou pas, pour en tirer derrière une évaluation statistique pour savoir dans le stock combien on avait de faux. Ce travail a été fait en 2011 et on a trouvé, vous voyez, c'est un chiffre très officiel du ministère du Budget, ça c'est des extraits du rapport officiel, 10,4% de fraude documentaire, c'est-à-dire qu'on avait 10,4% de numéros de sécurité sociale de gens à l'étranger attribués sur la base de faux documents. Alors, regardez bien ce dossier, parce que le ministère du Budget, il y a 2-3 semaines, l'a retiré d'Internet. Pendant 6 ans, il a été sur Internet. Mystérieusement, depuis 2-3 semaines, il a été retiré d'Internet. On ne le voit plus, on ne le trouve plus. En tout cas, sur le site du ministère du Budget, c'est dommage. Donc, on peut passer le slide d'après. Donc, forcément, quand on voit ça à l'époque fin 2011, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, évidemment, réunion entre les directions, réunion entre les ministères, au niveau des cabinets, des directions, et en 2011, vous voyez, c'est un document que Madame la sénatrice a mis en ligne. Vous aviez eu une réunion notamment avec le ministère de l'Intérieur au niveau cabinet, le ministère du Budget au niveau cabinet, la délégation nationale contre la fraude, la direction de la sécurité sociale. Donc, j'ai vu Laura Pasque expliquer qu'elle ne savait pas d'où sortaient ces chiffres. Manifestement, vous pouvez être présente à ces réunions-là. Etc. Et donc, les gens de l'intérieur aussi, c'est la direction de l'immigration à l'époque. Donc, les ministères sont informés de la problématique, on peut passer le slide d'après. Et donc, c'est là où vous voyez, quand moi j'ai dit en presse, Nathalie Goulet a dit au Parlement qu'il y avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents. C'est pas quelque chose qui sort comme ça, qui a été inventé. Ça ressort de documents officiels du ministère du Budget que vous avez à l'écran. Bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place des mesures correctrices. Il y a eu notamment, dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, la mise en place d'un guide d'identification pour permettre aux organismes de sécurité sociale de mieux travailler. Mais surtout, en urgence, nous avons modifié la loi. Et donc, nous avons fait voter, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est la loi du 20 décembre 2011, une disposition pour que la sécurité sociale qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui dit que les personnes qui se sont vues attribuer un numéro de sécurité sociale sur la base de faux documents voient le paiement de l'ensemble de leurs prestations sociales suspendu. Ce qui est a priori normal. C'est vrai, la loi dit, c'est de la 114-12-3 de la sécurité sociale, on ferme le robinet, il n'y a plus de paiement de prestations de sécurité sociale, maladie, couche famille, vieillesse, ATLP, chômage aussi. Tant qu'on n'a pas regardé ce qui se passe, en tout cas, détection d'infos, plus de paiement. On a voulu modifier le décret qui permettait d'obtenir des photocopies, enfin d'obtenir ces numéros avec des photocopies. Le décret avait été présenté au Conseil d'État, l'alternance de 2012 est arrivée, le décret est parti aux oubliettes, donc il n'a jamais été modifié. En revanche, le problème était toujours là. Alors moi j'ai quitté Bercy avec l'alternance en 2012, et puis j'ai quand même un peu suivi la suite des événements, et je me suis rendu compte que ça ne bougeait pas. Peut-être qu'à un moment donné, en fin 2016, la sénatrice Nathalie Goulet vous en parlera, a posé une question au gouvernement pour savoir où est-ce qu'on en était de l'évolution de ce dossier. Et le gouvernement, la ministre Auban à l'époque, a répondu très satisfaite qu'en 5 ans, ils avaient envoyé 500 demandes d'éclaircissement sur un stock de 18 millions de dossiers. Voilà, c'est... Du coup, la sénatrice Goulet s'est rendue compte qu'il y avait peut-être un sujet quand même budgétaire, et depuis, elle va vous raconter toutes ces pérégrinations. Elle essaye désespérément d'obtenir des missions, des commissions d'enquête, etc.
Et on lui refuse. La dernière en date, c'était le 4 décembre. Elle avait réussi à faire voter un rapport, que le gouvernement rende un rapport sur ce problème-là. Et l'Assemblée nationale, la majorité actuelle, a ratifié l'amendement et a refusé qu'il y ait un rapport. Et à tel point, on m'a même envoyé dernièrement un mail sur ce problème-là. Le parti majoritaire envoie des mails contre ses militants lui demandent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Ils disent non, c'est une fake news, c'est complètement faux, c'est n'importe quoi, en envoyant sur un article de commande qui avait été fait sur Internet, sur le site de France Info. C'est assez amusant, cette espèce de déni qu'il y a, mais bon, Nathalie Goulet vous en parlera au niveau politique. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'est non plus à 17,6 millions de numéros de sécurité sociale attribués à des gens de l'étranger en France. On en est à 20,9 millions d'après le dernier chiffre par dans la presse. Puisque l'année dernière, il y a eu 506 000 évaluations, enfin un numéro qui ont été attribués sur l'année 2018. Sur les évolutions de la fraude, on prend cette slide d'après. Voilà. On avait refait en 2013, la PAF avait refait en 2013 une évaluation, on refait le slide d'après, donc ça c'est le rapport officiel, et le 10,4, on était passé à 10,45. On était passé à 5,44 de faux certains et 5,01 de défavorables. C'est-à-dire pareil, le 10,4 de 2011, c'était 6,3 de faux sûrs, et le reste, comme c'était indéterminé, c'était les redressements statistiques en disant, voilà, il y a pas raison qu'il y ait plus de faux ou moins de faux sur ceux dont on ne peut pas déterminer. Donc c'est comme ça que les statisticiens ont déterminé le taux de fraude documentaire. Vous voyez, stabilité de la fraude documentaire entre 2011 et 2013. J'ai cru comprendre qu'une nouvelle étude avait été faite en 2018, et Nathalie Goulet vous en parlera, parce que je crois qu'elle a rencontré des gens de la police de l'air et frontières qui s'occupent de ça, qui était un taux de faux à 4,2 et quelques. Et puis après, il y avait des indéterminés qui étaient beaucoup plus nombreux de nouveau. Donc en fait, le problème est toujours là. Il est toujours là, même si le flux a été sécurisé un peu mieux parce que les gens ont été formés et que normalement ils se sont censés faire plus attention. Je pense qu'ils le font. En revanche, le problème du stock, il est toujours là. Et c'est pour ça que j'ai expliqué depuis décembre qu'on a un problème budgétaire avec un enjeu de fraude potentiel de 14 milliards. Alors je reviens sur ce chiffre pour poser la question après si vous voulez, mais je ne parle pas de montant de fraude, je parle d'enjeu de fraude. Pourquoi je parle d'enjeu de fraude? Parce que quand on a fait la mission de 2011, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'évaluation financière des choses. À l'époque, le registre national commun de la protection sociale, qui est un peu le grand fichier des prestations sociales, n'était pas chargé, comme on dit, notamment il n'y avait pas le montant des prestations. Donc on avait déterminé que 83% des gens d'échantillons touchaient des prestations. Et parce que ce 17% n'était pas connu, mais on n'avait pas le montant de ces prestations-là. Donc moi, je pars sur 14 milliards, c'est un calcul assez simple d'enjeu, c'est de prendre la dépense moyenne de sécurité sociale, qui est à peu près de 7 200 € maintenant, puisque la avait 100 milliards de dépenses, 53 milliards d'État active, etc. Mais en réalité, l'enjeu peut être beaucoup plus élevé. Puisque d'abord, le champ d'application de la suspension du paiement des prestations, c'est pas 420 milliards, c'est pas la sécurité sociale, c'est la protection sociale. Donc c'est leur plus de 500 milliards. Il y a le chômage aussi. Puisque normalement, on ne peut pas toucher le chômage, c'est interdit par la loi, d'une part. Et d'autre part, quand on regarde les cas qui ont été découverts à droite à gauche, vous faites ça sur Internet, vous avez ça dans la presse quotidienne régionale, quand on voit bien, il y a toujours 13-14 millions. Vous prenez la dernière affaire dans le Nord, là où vous avez 1200 et quelques fausses identités, 1,7 million de préjudice. L'affaire à Strasbourg de l'année dernière, un gars qui se fait une fausse identité irakienne, 32 000 € de préjudice en 2 ans et demi. Il y a une affaire que j'ai vu passer avec 7 fausses identités, 100 000 € de préjudice. Ça, oui, on est toujours sur des préjudices qui sont très nettement supérieurs à 10 000 €, presque 14 000 € annuels. Donc quand je prends une moyenne de 7 000 et quelques euros de potentiel préjudice annuel, je pense que je suis assez bas en fait. Donc on a effectivement cet enjeu de 14 milliards, mais une mission d'exploration est en cours, il y a beaucoup de parlementaires qui veulent se saisir du dossier. L'idée ce serait, si on va avoir un véritable affinage du montant de la fraude potentielle, ce serait de reprendre l'échantillon représentatif de 2011. On connaît les dossiers, le numéro de sécurité sociale des gens qui a eu les dossiers sur faux documents, et de regarder sur chacun de ces dossiers de l'époque combien ils touchaient et combien éventuellement ils continuent à toucher par branche. Donc ça permettrait d'avoir une vision très précise, en partant d'un échantillon qui est représentatif, très précise de la fraude annuelle potentielle par branche. Bon, voilà. Donc ça,
c'est un peu l'idée de ce que les sénateurs ou les députés voulaient faire. Je crois que Nathalie Boulet, elle pourra vous en parler, avait posé la question, ce genre de questions à la CNAF, puisqu'elle les a reçues. Et je crois que elle attend toujours. Bon, c'est pas la Sainte Sœur Anne aujourd'hui, mais je crois qu'on a toujours bien vu venir là-dessus, c'est un petit peu dommage. Voilà. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, c'est un peu pour vous présenter les choses. Après, on pourra parler de ce qu'il est possible de faire si vous voulez. Je vais peut-être passer la parole à Luc Retailleau, qui lui est commissaire divisionnaire de police dans la financière et qui a une double expérience à la fois policière de ces réseaux de fraude sociale et fiscale aussi, mais aussi une expérience bancaire, puisqu'il était non pas directeur de la conformité, mais directeur de la sécurité. Voilà, à la Banque Postale. Et la Banque Postale, de mon expérience de juge d'instruction, c'était aussi le point de passage obligé de tous les petits fraudeurs. Non, ce n'est pas la faute de la Banque Postale, mais c'est vrai que le fraudeur il est bien passé par la Poste, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Et donc, du coup, lui qui était dans une position de tour de contrôle et de vigie, où il voyait passer énormément de choses. Donc, je lui repasse la parole, puis après, évidemment, je suis à disposition pour répondre aux questions sur ce sujet-là. Merci Charles, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'étais 10 ans directeur de la sécurité des opérations financières à la Banque Postale. J'ai quitté cette direction il y a 2 ans. Et avant, j'étais 23 ans en police judiciaire et j'ai fait uniquement en économie financière. Uniquement, ça veut dire c'est beaucoup en économie financière. Et sur la partie police en matière de fraude sociale, il faut bien reconnaître que j'étais en police judiciaire, donc non par la BAP, donc j'ai pas eu beaucoup de dossiers dans ce sens-là. C'est surtout quand j'étais en banque que je m'en suis rendu compte. Alors, quand même, j'aurais juste précisé une chose, en tant que policier, les faux documents, on adore, ou plutôt on n'aime pas ça. Mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas besoin de faussaire pour avoir des faux documents. La Direction nationale de la lutte contre la fraude, dans son rapport de 2013, dit que 6,5% des documents fournis par l'État sont faux. 6,5% des pièces d'identité sont fausses. Donc ça commence bien. C'est-à-dire que le meilleur faussaire, c'est peut-être l'État lui-même sans s'en rendre compte. Alors c'est simple, hein. La plupart des documents, surtout maintenant, on peut demander des documents d'identité par Internet. Et donc on va donner des factures de téléphonie et autres qui étaient absolument pas contrôlables. Maintenant elles pourraient être, ou elles le sont parfois. Je sais que l'État travaille beaucoup dessus sur le fameux projet de l'IDOC, ça fait quand même 3-4 ans, pour faire en sorte que le petit code barre, que vous voyez, le petit carré là, des factures, puisse se permettre de s'assurer que les factures sont vraies, même en photocopie. Je pense qu'il est grand temps que tous les opérateurs le fassent, et non pas tous. Je vais balancer, Free ne le fait toujours pas. Alors que Orange et oui le font sur la facture. Idem d'ailleurs pour les banques, sur les RIB, les relevés d'identité bancaire, c'est extrêmement facile de fabriquer là. Vous me donnez le vote, je vous en fais un faux, d'ici en 10 minutes, pas plus. Et non commun. Donc, étant donné que c'est très facile à faire, alors que vous avez déjà des faux documents qui ont été donnés par l'État et que vous pouvez fabriquer autant de faux que vous voulez, la vie est prête pour les escrocs. Et c'est plus la peine d'attaquer les banques avec un Kalachnikov, il faut les chercher directement dans la caisse. Voilà. Alors, pourquoi à la Banque Postale on est un peu plus que les autres? Je dis on est parce que je n'ai jamais vraiment quitté, parce que de toute façon c'est notre banque à tous. C'est une banque d'État, c'est parce qu'elle a l'obligation d'ouvrir des comptes contrairement aux autres banques. Elle a une obligation d'ouvrir un compte, par exemple un livret A, à 1,50 €. Donc quand vous avez des faux documents qui sont donnés par l'État ou qui sont de toute façon pas donnés par l'État mais qui sont très faux, c'est facile de pouvoir avoir les comptes bancaires pour toucher les prestations sociales. Notamment. Alors un jour, j'étais abusé c'est vous dire, parce que ça ne m'avait pas amusé du tout. C'est quand à Noël, on touche la fameuse... Non, pas moi, je ne la touche pas, bien sûr, hein, la prime de Noël. Je m'étais posé la question de savoir pourquoi on touche une prime de Noël, et en fonction de revenus du mois précédent. Je n'avais pas le code de l'IBAN qui verse les primes de Noël, mais il était facile de déterminer le prix. Ce qu'une personne seule recevait, une personne
etc. Et c'était au centime près, c'était 0,53. Il était donc très facile dans le système d'information de la banque de déterminer qui avait touché la PEL, rien qu'à part ce montant. Bien sûr, il est évident qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient touché, ce qui est logique, selon la loi. Mais après, je m'étais posé la question de savoir combien d'argent une personne avait déposé sur le compte dans les 3 mois précédents. Puis j'ai dit, je vais faire des déclarations de soupçon sur tous ces gens-là. J'ai pas pu. On avait beaucoup trop. J'ai pas pu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ceux qui en avaient vraiment beaucoup au-dessus du seuil. C'est-à-dire ceux qui avaient eu 20, 30, 40 000 euros au cours des 3 derniers mois pour déclarer que cela. Mais déjà, il a fallu que je fasse un tri sélectif parce qu'il y en avait trop. Oui, peut-être expliquer. La déclaration de soupçon, en fait, c'est le signalement à Tracfin, donc à l'organisme anti-blanchiment, qu'on a un soupçon de blanchiment. À l'époque, on en avait discuté, et j'avais même dit, bah, tiens, on peut faire un truc assez facile en matière de fraude sociale. Il a demandé. Je vais essayer. Oui, il y a prescription maintenant. Mais l'idée, c'était de faire un traitement, une requête au niveau de la banque, de déterminer, parce qu'on voit en fait qui touche les prestations sociales soumises à conditions de ressources, ce type de prix, le RSA, etc. La banque le sait parce que sur les types de versements qui sont sur les comptes bancaires, elle peut les identifier assez facilement et comparer avec l'ensemble des rentrées de revenus sur le compte bancaire. Et si ces rentrées sont très nettement supérieures au seuil prévu par le Code d'action sociale des familles, par la réglementation CAF pour les prestations sociales, à ce moment-là, c'est de faire une déclaration de soupçon à Tracfin, parce qu'en fait, on est en phase d'une infraction, d'une escroquerie, d'une fraude sociale, et derrière avec le blanchiment, puisqu'il y a l'utilisation des fonds et l'intégration dans le système bancaire, et donc on rentre à ce moment-là dans le mécanisme de déclaration de soupçon, mais il y en avait tellement qu'en fait Tracfin, qui est malgré tout une boutique un peu artisanale, il n'y a pas des milliers de bonhommes, ne pouvait pas à l'époque absorber tout ça, et donc l'idée ça aurait été de faire une espèce de déclaration de soupçon générale, globale, voilà, et Tracfin ne servent que de boîte aux lettres pour l'envoyer aux organismes de protection sociale, une espèce de CAF, qui à ce moment-là aurait pu traiter l'information. Donc là, ça aurait permis d'industrialiser la lutte contre la fraude aux prestations sociales sur le volet fraude aux revenus déclarés, aux ressources non déclarées. Voilà. C'était juste pour vous expliquer un peu comment on avait en tête, mais bon, a priori, ça n'a pas été fait. Mais ça peut être fait. Ça peut être fait parce que depuis maintenant peu de temps, depuis 2-3 ans, Tracfin peut nous demander ce qu'on appelle une communication systématique d'information. Il le fait d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez eu plus de 10 000 euros sur votre compte bancaire en espèces dans le mois, il y a la communication est systématique. Je vous dis, parce que si vous ne l'avez pas eu, non, mais de toute façon, c'est la loi. C'est l'article 7115-1 du Code monétaire et financier. Bon. Et il y a le tiré 2, c'est pour les virements et toute autre opération. C'est-à-dire qu'un Tracfin peut très bien demander aux établissements bancaires de faire des fichiers automatisés comme ça, en fonction de certains types d'opérations. Et ça se fait. Oui, en matière, si je peux vous apporter une petite précision qui n'est pas neutre. Nous avons fait ces 3 dernières années, je dis nous parce que le Parlement a pris une part active et solidaire, parce que ce genre de sujet est normalement transpartisan, normalement. On travaille ici avec Éric Boquet, qui est un sénateur communiste avec lequel on travaille énormément. Normalement, c'est un sujet absolument transpartisan. Les progrès les plus spectaculaires en matière de fraude et de lutte contre la fraude ont été faits dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'avait pas pu obtenir, je parle notamment de l'interdiction des billets de 500 €, un certain nombre de contrôles, des déclarations de soupçons obligatoires, les cartes prépayées sur lesquelles il a fallu se battre beaucoup, puisque vous avez d'abord expliqué dans cette maison que en fait, on ne pouvait pas frauder ni surtout financer des opérations terroristes avec des cartes prépayées, jusqu'à ce qu'un des malfaisants du Bataclan s'en serve. Et là, on s'est rendu compte que les cartes prépayées pouvaient servir aussi à ça. Donc, les progrès ont été vraiment extrêmement importants. Il y a eu non seulement une prise de conscience, mais des mesures qui ont été prises au niveau national et au niveau européen. Et là, je pense qu'on a fait un saut
très important, mais pas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. C'était pas prévu, mais il se trouve que les réseaux de fraude financière sont les mêmes que les réseaux terroristes. Les deux réseaux convergent, et vous avez, bon c'est un exemple qui en vaut un autre, vous avez dans Al-Qaïda au Sinaï des fonds qui viennent du cartel de Médine, du cartel de la drogue. On retrouve les réseaux terroristes et les réseaux de fraude financière ont fusionné pour le pire, évidemment. Et donc là, on a quand même fait, monsieur le commissaire, des progrès très importants. Je pense qu'il faut quand même le signaler, parce que on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Et, quand j'étais dans mon établissement bancaire, la lutte contre le financement du terrorisme était une priorité. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, une banque qui a tenu compte que les autres banques ne veulent pas. En fait, je dis déjà en présentant, la banque postale était aux zones sensibles, ce que HSBC est aux aéroports. On le voit qu'elle. Voilà. Et donc, on avait dû travailler énormément sur ce point-là. J'ai rien contre HSBC, si les amis. J'ai entendu. Et on avait essayé de chercher, pour la lutte contre le financement du terrorisme, des moyens pour identifier les départs vers le djihad. Et je ne peux pas vous donner les détails de ces moyens, parce que d'abord, c'est un principe d'un bon public. S'il donne ses méthodes, elles ne marcheront plus jamais. Donc, je ne supporte jamais quand on raconte comment on a fait les affaires. Je voudrais vous dire un vieux dicton familial: quand on a un secret, on est propriétaire, et quand on en parle, on est locataire. En conséquence de quoi, restons propriétaires de nos secrets. Et donc, on avait mis en place des grosses requêtes très complexes pour essayer de trouver les départs djihad. Et la grande surprise, c'est qu'on a fait plus de déclarations de soupçons sur la fraude sociale que sur le terreau. On a fait beaucoup sur le terreau, mais beaucoup plus. Je vais donner juste un exemple. On trouve un compte qui a plusieurs anomalies. Ces fameuses anomalies dont je ne parlerai pas. Et dont une, c'est des paiements à l'étranger, notamment près de zones sensibles. Et on a découvert que les personnes qui touchaient les paiements avaient touché les allocations. Les terroristes aussi, ont touché pendant longtemps les allocations partout, même quand ils étaient là-bas. Bon. Ça, c'est un autre détail. C'est un autre détail parce que l'État français avait les noms de ces personnes, donc ça aurait été bien débloqué. L'autre point, c'est qu'on avait découvert que les personnes touchaient les allocations et vivaient à l'étranger. C'est très fréquent. C'est très très fréquent. Donc ils viennent en France, ils vivent en France un certain temps, touchent les allocations, ils partent, et c'est là qu'on constate que tous les paiements sont à l'étranger. Tous, chez eux. C'est-à-dire qu'on connaît leur nationalité d'origine, ils sont retournés et ils continuent à percevoir. Là encore, c'est très facile. Il suffit en fait de regarder tous les comptes qui ont un fonctionnement unique à l'étranger et dont les montants sont inférieurs à 1 500 € par mois. Parce qu'en principe, les allocations familiales sont juste en dessous. Et là, si vous allez voir là-dessus, un seul versement virement pour un seul virement sur un compte qui est inférieur à 1 500 € et que tous les paiements sont à l'étranger, ce n'est pas tant d'alerte que ça. Mais la grande probabilité, c'est de la fraude. Voilà. C'est toujours facile. Les outils sont extrêmement fiables, de plus en plus. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les banques ont mis énormément de moyens sur les outils. Et surveiller, vous êtes fini. C'est ça que ça veut dire. On regarde vos comptes tout le temps, de façon automatisée, avec des alerteurs extrêmement complexes. Et maintenant, on peut chercher toutes les opérations qu'on veut. Il suffit simplement de vous voir. Et la conséquence, c'est que si on va trouver beaucoup d'informations, et c'est là qu'on ne peut pas traiter des informations sur des montants faibles. Parce que la lutte contre le blanchiment, on ne cherche pas des euros. Et donc, il faudrait des systèmes automatisés qui transmettent justement, comme disait Charles, un traquenard sous forme de COSI pour que les services qui, dans ces métiers, c'est-à-dire les services de lutte anti-fraude au sein de Boursa et compagnie, puissent travailler sur ces dossiers. Voilà. Merci. Je vais compléter ce que vous venez de dire par deux points. Vous dites que c'est des montants faibles, c'est des petites fraudes. Alors, ça s'additionne, on est d'accord. Et donc, on est exactement dans la même situation pour la fraude sociale dont on est en train de vous parler. Il y a la fraude fiscale, bien sûr, des petits montants, et la fraude sociale dont on vous parle, c'est une succession de petits montants. Et donc, quand les caisses découvrent les fraudes,
Vous imaginez qu'ils vont saisir le parquet, qui va engager des poursuites pour des montants extrêmement faibles et un nombre de dossiers extrêmement important. Ça veut dire qu'en termes, surtout avec des indices de rentabilité des services, ce type de fraude n'est pas bankable. C'est-à-dire que c'est pas bon pour le service, ça prend du temps et ça rapporte pas de chiffre de réussite. Et par ailleurs, les sanctions sont extrêmement faibles. Et donc, on est dans un dispositif où il faudrait beaucoup d'énergie pour une justice à bout de souffle et un système pénitentiaire au bord de la crise de nerfs, pour des gens qui fraudent des petites sommes et qui vont complètement submerger nos services judiciaires et les services d'enquête pour un résultat qui, au final, sera extrêmement faible en titre de sanction. Donc on n'est pas dans la dissuasion du tout. Il faut bien comprendre que dans le système, on n'est pas non plus dans la dissuasion. On est dans, mettons, la poussière sous le tapis. Et tout le reste de l'histoire sur cette fraude sociale va vous montrer à quel point on met la poussière sous le tapis pour plein de raisons. Des raisons absolument légitimes dont je vous parlerai dans une minute, qui peuvent sembler légitimes, et des raisons qui ne le sont pas. Je voudrais, à ce stade, avant de passer la parole à mon collègue, vous dire que vous avez devant vous un ancien commissaire et un juge qui ont à eux deux au moins 4 assermentations, c'est comme ça qu'on dit. Charles est assermenté 3 fois, vous l'êtes une fois, et Charles est assermenté au titre de... Je l'ai été une fois comme inspecteur des douanes, une fois comme auditeur de justice et une fois comme magistrat. Tu l'es toujours. Ah bah oui, d'accord. Donc, tu vois, les gens qui vous parlent, les gens qui vous parlent sont des gens qui ont quand même... Je l'ai toujours, madame. Voilà. Donc, les gens qui vous parlent sont des gens qui savent de quoi ils parlent et ça va continuer comme ça au cours de la matinée. En tous les cas, j'espère qu'on se conserve. Juste pour préciser, pour rebondir sur ce que dit Nathalie Goulet, elle va peut-être parler du fait qu'elle a été accusée de répondre des fake news, etc., sur ces histoires de sécurité sociale. J'attire l'attention parce qu'effectivement, il y a eu 2-3 articles dans la presse qui semblaient dire que nous racontions des bêtises. Et une intervention ministérielle qui est allée dire cela. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que les gens de la Caisse nationale d'assurance vieillesse soient là aujourd'hui, mais bon. Moi, quand je dis des choses, effectivement, je dois s'inventer, j'ai pas l'habitude de raconter des bêtises. Quand les officiers judiciaires de la police de l'air et des frontières, par 3 fois, mettent dans des rapports que les faux documents sont des faux documents, qu'ils écrivent faux documents, ça veut pas dire photocopie de mauvaise qualité. Je vous garantis, voilà. Moi, j'ai eu au téléphone des gens de la PAF, les anciens, les nouveaux, on en a discuté, voilà, je vous le dis comme ça, ils étaient très choqués qu'on vienne remettre en cause la qualité de leur rapport, parce que vous imaginez bien que quand un OPJ écrit dans un rapport faux document, si c'est pas un faux document, ça a des conséquences juridiques importantes. Ça veut dire que ce service, qui est le service spécialisé qui traite de tous les dossiers de faux en France, dans toutes les affaires pénales, si d'aventure, effectivement, ce n'était pas des faux documents, mais des photocopies de mauvaise qualité, ça remet en cause beaucoup de choses, et les conséquences sont énormes en termes de traitement pénal des dossiers. Ça veut dire qu'ils font défaut, en disant que c'est des faux documents. Je ne crois pas que les agents de la police de l'air et des frontières spécialisés en matière de faux documentaires s'amusent à faire des faux. Quand ils disent que c'est un faux, c'est que c'est un faux. Et c'est assez dommage qu'on vienne répondre dans la presse l'idée qu'ils raconteraient des bêtises. Ça, c'est quelque chose qui est assez effectivement gênant. Voilà, il y a eu 3 rapports dans les de Bercy qui disaient ça. On peut mettre les slides d'après, parce que voilà, ensuite, celui d'après. Après, voilà, si vous voulez, c'est... ensuite... voilà. Vous voyez, il n'y a pas que, d'ailleurs, le rapport de Bercy de la DNF qui en parlait, et celui d'ensuite, il y a eu un petit rapport, celui d'après, voilà. Non, c'était pas ça, non. Ok, d'accord, super. Voilà, ce rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de 2016 reprend
cette même thématique de la fraude documentaire. Donc, si vous voulez, quand vous avez Bercy qui 3 fois vous explique dans des rapports publics officiels qu'il y a un problème de faux documents sur la fraude, sur l'immatriculation des gens à l'étranger, la sécurité sociale, 3 reprises quand même, que derrière IGF et l'IGAS, c'est IGF et l'IGAS, c'est pas Charles Prats ou Nathalie Goulet, c'est l'IGF et l'IGAS qui vous disent dans un rapport conjoint de 2016 qu'il y a un problème de fraude documentaire qui est connu. On ne les a pas là, mais vous pouvez aller regarder les débats parlementaires à l'époque. Ce problème a été pris en charge par l'Assemblée nationale en 2011-2012, par l'AMEX, donc la Commission des affaires sociales. C'est eux qui ont voté l'amendement pour changer le code de la sécurité sociale. Ils connaissent parfaitement le sujet. D'ailleurs, à l'époque, le préfet, directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés, avait refusé de leur répondre. Alors, ils ont eu un problème, et je devrais avoir des informations, c'est interne à l'administration. C'était comme ça. Et un an après, en 2012, Didier Higaud, qui venait d'être nommé président de la Cour des comptes, est challengé par les parlementaires sur ce sujet-là, qui lui disent mais c'est pas la Cour des comptes de aussi d'aiguillonner les administrations là-dessus. Que faites-vous? Aucune réponse du président de la Cour des comptes, et depuis ces années-là, vous n'avez absolument aucune mention de ce problème-là dans les rapports de certification des comptes de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est un problème, la Cour des comptes ne dit même pas, non, il n'y a pas de sujet, c'est qu'elle n'en parle même pas. J'ouvre une parenthèse, ça pose un problème au regard de la qualité de certification des comptes de la sécurité sociale. Parce que quand vous avez l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales qui vous disent qu'il y a un problème, et que la Cour des comptes le passe sous silence, voilà, il va peut-être falloir poser quelques questions à la 6e chambre pour que la 6e chambre de la Cour des comptes se penche sur le problème, parce que là, on a un vrai sujet aussi. Je referme la parenthèse. Voilà, et donc je pense qu'on peut passer la parole à M. Laurent, qui est lui-même sénateur, alors qui est en charge de la commission des finances, de quelque chose qui est un petit peu parallèle à ça, puisque je pense que vous êtes rapporteur spécial du budget de l'immigration. Oui, allez-y, migration-intégration. Et pour la Cour des comptes, pour revenir sur ce que je disais sur la Cour des comptes, même lorsque la Cour des comptes signale qu'il y a 200 millions d'euros de fraude sur les retraites à l'étranger, voilà comment je dis ça. Je vais vous parler d'une expérience dans le département du Val-d'Oise. J'ai eu quelques Val-d'Oisiens dans la salle concernant le RSA. On avait poussé fort pour qu'on soit convoqué des personnes qui étaient simplement soupçonnées de tricher. 2500 personnes convoquées, 900 fraudeurs. Voilà. Département de Val-d'Oise en 2016, RSA 200 millions d'euros. 2500 convoqués, 900 fraudeurs. Donc c'est vous dire l'ampleur des fraudes. Et après, c'est vrai que nos systèmes ne sont pas forcément très bien adaptés, parce que tu parlais de dissuasion tout à l'heure, Nathalie, et la dissuasion, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Mais dans le cadre de RSA, radier les bénéficiaires, c'est extrêmement difficile, puisque en fait, s'ils sont radiés, 8 jours après, on a l'obligation de les réinscrire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les suspend. Alors ça fait gagner un peu plus de temps. Et donc il y a la fraude, et puis après, il y a le système qu'on appelle les indus. Et sur 200 millions, les indus dans la loi, c'était 16 millions d'euros. Comme tout est déclaratif, et comme la vertu, et il n'y a pas que les personnes assermentées qui peuvent aller de toute leur main vers la vérité, ils ne sont pas assermentés, mais on essaye de chercher la vérité et de dire la vérité et de faire en sorte que le système en France fonctionne mieux. Et c'est vrai que sur ces questions-là de dissuasion et de triche, et bien, effectivement, souvent ceux qui trichent le plus sont vus comme des malins, sont exonérés parfois par les tribunaux. Je vais soulever un certain nombre de cas. Un Algérien escroque la CAF de 32 000 euros en 2018, c'est le 12 février 2018, c'est pas si vieux que ça, la justice l'a relaxé. Donc des cas comme ça, ils sont malheureusement très nombreux. Et si ce qui se passe actuellement dans nos provinces et un peu partout en France, je pense que ce sujet de fraude documentaire, et moi ce qui m'avait surpris, Nathalie est choquée, c'est la réponse de la ministre concernant la dernière fois. C'est pas vieux, et véritablement, c'est toi qui as été traitée de menteuse, alors qu'on sait très bien, et avec des arguments qui étaient d'un niveau de faiblesse absolument incroyable. Et les collègues étaient surpris du montant que tu as annoncé.
Certains pensaient que tu t'étais trompé, c'était de millions, tu parles de milliards. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est vrai que je termine là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte dans un pays qui redistribue, et il y a plus de 56% de redistribution de dépenses publiques par rapport à la richesse produite. Eh bien, voilà le problème, tout simplement. C'est tellement énorme que ça dépasse l'entendement. Oui, je vais juste vous dire un mot pour vous laisser le temps de poser des questions, parce que ce type d'événement, en général, comme tard, c'est qu'il n'y a jamais de place pour les questions, et là, je pense que vous en aurez, donc on va essayer de tenir notre temps. Ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est que depuis 2012, où j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de travailler avec Charles Pratt, notamment sur les questions de fraude fiscale, parce que je rappelle quand même que dans cette maison, on a eu les premiers rapports d'enquête sur la fraude fiscale. On a commencé en 2010, on a suivi en 2011, on en a eu 2 d'affilée à la demande de Éric Boquet, du groupe communiste républicain, communiste citoyen, républicain et désormais écologiste. Donc il récupère des collègues d'un peu partout qui sont obligés d'être plus éclectiques, mais bref, c'est Éric Boquet, c'est un sénateur communiste, et c'est un excellent sénateur communiste avec lequel on a toujours extrêmement bien travaillé. Une présidence avait été assurée par Philippe Dominati, sénateur LR de Paris, l'autre par François Pillet, sénateur LR, qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel, et on est très fiers parce que c'est un excellent juriste. Et donc, nous avons toujours travaillé dans cette maison, main dans la main, sur ce type de sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet transpartisan. Et je dois dire que je me souviens de l'aspect, de l'accueil mitigé qu'avait fait Jérôme Cahuzac à notre deuxième rapport. Plusieurs fois en rapport. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi il avait cette réception mitigée de notre rapport. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, on a mieux compris. Mais si vous voulez, quand on fait le film à l'envers, c'est beaucoup plus facile quand on a la fin de l'histoire que quand vous êtes au début du roman. Donc dans cette maison, on a toujours été très attachés à ça. Et Charles Pratt a publié dans sa tribune sur Mediapart un article en dehors de le terme générique, c'est la fraude corrompue en latin, Fraudsversuchung, bien sûr. Et donc, parmi ça, en 2016, il y avait la fraude sociale, un enjeu pour le prochain président de la République. Et à l'intérieur, dans le cadre de l'article, il y avait la description de ça, de cette fraude au faux numéro de l'INSEE, comme on vient de l'indiquer. Donc, moi, je ne peux décemment pas faire autrement que de poser une question d'actualité. Je pose la question d'actualité le 7 décembre 2016, on me répond qu'on a contrôlé 500 dossiers sur 1,8 million, donc le compte n'y était évidemment pas. On me promet évidemment de me donner des nouvelles, évidemment on ne m'en donne pas, mais en même temps, comme on peut dire aujourd'hui, il y a eu une alternance en 2017, et donc on attendait un peu les nouvelles. Et puis on a eu plusieurs textes sur la fraude, on a eu plusieurs projets de loi de finances de sécurité sociale, on a eu plusieurs lois de finances, et à chaque fois, parfois en ayant quand même un sourire narquois de la part de mes collègues qui disaient « continue avec sa marotte », je vais poser des amendements sur le contrôle parlementaire, sur un rapport, sur l'amélioration des dispositifs, dans une indifférence assez partagée. Le ministre m'expliquant au banc que naturellement il allait donner des nouvelles, et évidemment j'en avais pas, qu'un projet de texte nous aiderait, évidemment il n'y en avait pas, etc. Bref, par pitié, le rapporteur général du budget cette année, lors du projet de loi de finances, s'est dit il y a quand même un sujet, allez, la commission va accepter son amendement sur un rapport qui est quand même de vous à moi,
le minimum qu'on puisse faire là-dessus en disant allons voir quand même ce qui se passe au Sandia et que l'État nous donne un état des lieux de la situation de ces faux numéros d'inscription. Donc le Sénat vote à l'unanimité cet amendement que j'ai obtenu de haute lutte, avec l'accord, je veux dire, de la Commission, et je remercie mes collègues, et du rapporteur général, qui s'est dit on va quand même lui donner son rapport, parce que sinon on va encore en prendre pour 3 ans. Bon, et le dispositif saute à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez la lutte stratégique et habituelle contre la fraude fiscale et la fraude sociale, de petite marotte à nous tous, bon, et puis les gilets jaunes. Et puis le financement des mesures sur les gilets jaunes. Parce que les 10 milliards, il va falloir les trouver quelque part. Donc là, on a une chose extraordinaire. Bruno Le Maire nous annonce au 1er janvier 2019 une taxe sur les GAFA. C'est formidable. On est le 18 décembre, magnifique, sauf que, d'abord, on a voté le budget, donc je vois pas très bien comment on va pouvoir appliquer une taxe sans l'avoir voté dans la loi de finances. Enfin, ouais, c'est Marie Poppins. Et comme c'est pas Marie Poppins, évidemment, ça va pas marcher. Et puis, hein, c'est un peu léger. Il a été un peu léger, sauf que personne n'a relevé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il avait refusé dans cette maison l'amendement de Marie-Noëlle Lienemann, que nous avions été un certain nombre à soutenir, sur un amendement GAFA, c'est-à-dire ces géants de l'Internet, pour une taxe nationale. Au motif qu'il fallait que ce soit une taxe européenne, sinon ça n'allait pas marcher, on allait briser la concurrence, exploser l'Europe, ça allait être une catastrophe nucléaire, la France ne pouvait pas voter ça toute seule. Et très bizarrement, grâce aux gilets jaunes, brusquement, non seulement on pouvait le faire, mais en plus elle allait être applicable au 1er janvier. De vous à moi, je suis absolument confuse, j'ai pas trouvé un autre mot, mais à part du foutage de gueule, je vois pas ce que c'était. Donc, on se retrouve le 21 décembre à voter un texte sur le financement des mesures prises pour les gilets jaunes. Et donc, j'interviens à la tribune et je dis, écoutez, on est le dos au mur, évidemment il faut voter des dispositions, mais vous avez refusé l'amendement Lienemann et vous nous dites qu'au 1er janvier il y aura une taxe GAFA alors qu'on n'a rien voté, je ne vois pas du tout comment on peut le faire. Alors il y aura un texte qui va peut-être arriver, je vous donne la solution, peut-être en mars, peut-être en avril, peut-être en mai, mais en tous les cas, il n'y aura pas de rétroactivité parce que je ne vois pas comment on va pouvoir la mettre. Et en tous les cas, la taxe annoncée au 1er janvier n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc, on l'a pas fait. Donc, la taxe GAFA, c'est fantomas. 2, je ne comprends pas comment vous allez pouvoir la financer. D'autant que vous avez retoqué mon amendement et la disposition du Sénat qui voulait un rapport sur la fraude sociale et le Sandia. Objectivement, on a un souci. Objectivement, on a un souci, d'autant que le troisième point qui avait été soulevé, qui est un peu compliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fraude sur le transfert des dividendes. Il y a eu une série de grands papiers dans le monde sur la fraude, la taxation des dividendes. Et la commission du Sénat, nous avions déposé un dispositif qui a été voté à l'unanimité. Les 5 groupes politiques du Sénat ont chacun déposé exactement le même amendement pour faire voter un dispositif pour mettre un terme à la fraude, à la taxation des dividendes. C'est quand même plutôt bien. Bon. Le dispositif a été absolument vidé de son contenu à l'Assemblée nationale. Donc j'interviens à la tribune et je peux financer les gilets jaunes, les mesures très bien, mais vous avez retoqué l'amendement Lienemann, je ne vois pas comment on va faire pour taxer la femme. 2, vous avez complètement siphonné au sens propre, c'est-à-dire vidé de sa substance le dispositif sur la prévention de la taxation des dividendes. Et 3, vous avez retoqué un simple rapport sur Sandia et la fraude. Et alors là, Madame Buzyn part dans une grille et prend en disant vous faites le jeu du Front National, c'est scandaleux, c'est pas ceci, c'est là. En gros, c'est une fake news, donc en gros, je suis une menteuse. Bon. Très bien. Bon. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Mais en même temps, c'était pendant un débat, parce que ça n'aurait pas été dans le cadre de ce débat-là. On aurait pu répondre au ministre dans le cadre d'une attaque personnelle, puisqu'on a des dispositifs au règlement du Sénat. En cas d'attaque personnelle, en fin de séance, on peut répondre. Mais là, c'était déjà
extrêmement tendue. Elle avait siégé jusqu'à, je crois, 4 h du matin à l'Assemblée nationale sur le même texte. Elle était arrivée, je reconnais qu'elle devait être un peu fatiguée. Et en plus, c'est un gros sujet. Alors maintenant, je vais prendre 2 minutes, puisque je tiens dans la parole des autres, je vais lâcher le mien, ce qui est une bonne méthode, mais en fait, 2 minutes. Pour vous dire qu'il y a plusieurs raisons sur ce problème. Premièrement, il n'y a pas les outils de mesure de la fraude. Moi, j'étais jeudi à Logne au service qui s'occupe de la fraude documentaire, qui est un service de la PAF, qui est un service magnifique. J'y ai passé la matinée. C'est la première fois qu'ils voient un parlementaire. C'est quand même assez intéressant en termes de contrôle. Moi, je fais mon job. Si Madame Buzyn n'est pas contente, mais moi, je fais mon travail parlementaire. Vous devriez être plutôt content que des parlementaires fassent leur boulot de contrôle parlementaire. On ne fait que notre travail. Si demain matin, on a un vrai rapport du Sandia me disant il y a 0 fraude, je serais extrêmement content. Mais je serais content. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de fraude. J'aimerais mieux que l'argent passe pour les retraites des agriculteurs, pour les services publics et pour tout le reste dont on a besoin. Bon. Donc, je suis au service de... Donc, on n'a pas les outils de mesure. On n'a pas les outils. Donc, comme on n'a pas les outils pour mesurer, on n'a pas les évaluations. Et lorsque j'ai reçu en catastrophe le directeur de la CNAV, après ce problème avec Mme Buzyn, j'ai quand même voulu voir ce qui se passait, il m'a expliqué qu'il n'y avait absolument pas de fraude, naturellement, que ça n'avait aucun impact sur les finances publiques. Bon, enfin, là, c'est plus développé, c'est plus sais, que ça n'avait aucun impact sur les finances publiques, et que, par ailleurs, il ne fallait pas s'inquiéter que tout allait très bien. Alors, le nombre de NIR, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il était de 18 millions, 18,7 en 2011, mais il est à 21 et des poussières aujourd'hui. 20,9. Il y a 20,9 millions de gens nés à l'étranger dispositifs d'un numéro de sécu en France. On est infoutu incapable d'avoir le nombre de numéros actifs. Exemple, des étudiants qui viennent pour Erasmus, ils ont un numéro de sécu, c'est normal. Ils quittent le territoire, le numéro, il est toujours là. Je ne parle pas des morts ni des ressuscités, juste de ça. Je ne parle pas non plus de l'utilisation multiple de la même carte vitale. Car si vous demandez aux pharmaciens une carte d'identité avec la carte vitale, il dit « moi je ne suis pas policier, c'est pas mon boulot ». Ça veut dire que la carte vitale, grosso modo, c'est une carte bancaire sur un compte qui n'est pas le vôtre. Parce que voler l'État, c'est voler personne. Moi, je veux bien, alors que ça s'arrête. Bon. Donc, le problème, c'est l'évaluation de la fraude, parce qu'on n'a pas les outils. Et quand j'ai demandé à la CNAV, puisqu'on avait dit dans le rapport qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a exactement 133 dossiers qui ont été sortis, qui sont des faux archi-faux. J'ai demandé à la CNAV combien d'argent, combien de prestations ont été versées sur ces 133 dossiers. Si vous avez la réponse avant moi, je vous en prie, prévenez-moi. Donc, pas de réponse. Bien. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est très intéressant. Et ça continue, et ça continue. Donc, les outils, on les a pas. La volonté politique, on l'a pas non plus. La volonté politique, on l'a pas. Parce que la réalité, elle est la suivante. Quand un pays, parmi l'ensemble des pays des Nations Unies, et on a quelques diplomates dans la salle, émettent un nouveau passeport, par exemple, tous les pays avec lesquels ils travaillent reçoivent un exemplaire de ce document de façon à être capable de juger, au moment de la police de l'air et des frontières notamment, la qualité du document qui arrive. Si les Espagnols, les Belges, les Hongrois, les Bulgares, les Tchétchènes émettent des passeports, normalement, ils doivent les communiquer avec les pays avec lesquels ils communiquent, de façon à ce que les autorités puissent avoir en main la qualité du papier, les timbres, secs, fiscaux, ce que je sais, bref. Mais pour les documents d'identité, c'est pas du tout le cas. Et pour les actes de naissance, encore moins. Et donc, vous avez une variété d'actes de naissance assez importante. Puisque, je ne parle pas seulement des pays d'Afrique subsaharienne, où l'acte de l'état civil est
et pas forcément aussi bien organisé que le nôtre grâce à l'administration, que le monde entier nous envie, monsieur. Voilà, donc on a un problème. Ça veut dire que la caisse, qui a en main un document dont on se dit, oh, c'est une mauvaise photocopie, c'est pas terrible. Allez, je vais appeler les autorités d'état civil du Kyrgyzstan. Je vais prendre un exemple, mais on se pose à partout. L'état civil est approximatif, subsidiairement, un peu partout dans le monde, dans un certain nombre de pays, car relativement corrompu. Troisièmement, il faut peut-être déclarer les enfants dans les 3 jours, enfin, si c'est la semaine d'après, c'est pas grave. Et donc, on va demander au service qui a émis un acte douteux de vous donner la confirmation de ce que l'acte est bien douteux en quelque sorte. Donc vous allez avoir la preuve par un service approximatif, d'un acte approximatif. Et la caisse dit, ah ben j'ai une confirmation, l'acte est bon, puisque le service m'a dit qu'il était bon. Donc vous voyez qu'on ne va pas en sortir tout de suite. Et ça pose un problème. Vous allez immédiatement comprendre, qui pour le coup, passer l'extrême de la démonstration, parce que vous pouvez faire un peu plutôt fantaisiste, parce que ça vous fait prendre la mesure de l'exercice, c'est qu'il y a un problème diplomatique. Il y a un problème diplomatique. Vous ne pouvez pas dire aux pays avec lesquels vous traitez, y compris les pays africains, subsahariens, etc., votre état civil, il n'est pas sérieux, on ne peut pas prendre en compte vos ressortissants, etc. C'est juste pas possible. Ben oui, mais d'accord, voyez là, oui, bien sûr c'est possible, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Donc tout ça fait que ça pose un certain nombre de problèmes pour lesquels la volonté politique n'est manifestement pas au rendez-vous. Et je crois que la seule chose qui pourra faire avancer la sécurité des transactions et des actes, parce que dans le même temps, vous avez de plus en plus de dématérialisation. Donc on ne parle pas de tous les problèmes de dématérialisation qui donnent autant d'occasions de faire de fraude. Vous avez autant de documents que de faussaires, et les locaux de la PAF, d'ailleurs on vous expliquera comment. Moi j'ai vu les cartes d'identité et ça, bah, c'est plus de nature. C'est entre le bureau des légendes et Homeland. Je veux dire, c'est vraiment très très bien fait. Il faut vraiment être un spécialiste pour ça. Donc il faut donner des moyens à nos services et il faut surtout une volonté politique qui anime le tout. Et aujourd'hui, sur cette question de la fraude sociale, je crois qu'elle manque à l'appel. Juste une question, comme ça on va pouvoir avancer après. La première question, c'est, parce que moi elle m'importe, en gros quand tu es allé voir les policiers, je crois que tu as même discuté avec ceux d'avant, les actuels, etc. Sur cette histoire de Sandia, des immatriculations à la sécurité sociale sur base de faux documents, ce sont des faux documents qu'ils ont détectés ou bien c'était des photocopies de mauvaise qualité? Ah non, c'est-à-dire que d'abord les statistiques font la différence entre le faux document et des documents illisibles, etc. Donc le distinguo, il est fait. Mais il y a des faux, et c'est des faux. Alors, non, je dis ça pourquoi, parce que comme dans la presse, l'administration semblait dire que ce n'était pas des faux documents, que c'était des photocopies de mauvaise qualité, et la ministre aussi, c'est ce qu'elle disait. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis assez binaire comme garçon, c'est mon côté ancien juge d'instruction. Dans ce genre de choses, il y en a un qui ment et un qui dit la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des faux documents ou il n'y a pas de faux documents? Il y a des faux documents, et pour finir sur une note qui pourrait être positive, après l'esclandre de Mme Buzyn et sa réponse, le fait que quand même dans cette maison on est des gens plutôt sérieux, avec le soutien, je dois dire, du président du Sénat ici, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a engagé une enquête. Alors c'est vrai que c'est à lui de le faire, donc il a pris son pouvoir de rapporteur du budget de la sécu pour enquêter maintenant, il va auditionner. Je voudrais juste vous dire, pour finir, qu'on a dans cette maison des règles de commission d'enquête qui ne sont pas les mêmes qu'à l'Assemblée nationale. On n'a pas de possibilité, on a un droit de tirage, commission d'enquête, mission d'information, par an et par groupe politique. C'est-à-dire que quand vous avez un collègue qui veut parler de la sécurité sanitaire, des autoroutes, pour ce qui concerne le groupe, c'est-à-dire sur la sidérurgie,
voilà, et ben, le droit de tirage il est expiré, il faut attendre la prochaine session. Et donc on n'a pas cette disponibilité de commission d'enquête, on n'y arrive pas, ça mobilise trop d'administrateurs, c'est beaucoup de travail de commission d'enquête, mais c'est notre travail, et je pense que Sébastien va s'occuper de ça dans le cadre de la commission des finances, qui dispose de pouvoirs un peu supplémentaires. Voilà. Donc, je pense que c'est un sujet franchement républicain dont le citoyen doit s'emparer absolument. Notamment sur le taux d'immigration, c'est une demande que je formule depuis maintenant un peu plus d'un an, parce que c'est quand même très lié à la fraude documentaire. Nous avons tous parlé des mineurs isolés, enfin, des mineurs isolés entre guillemets, les fausses reconnaissances de paternité, tout ce genre de choses. Nous avons entendu parler également des décisions de justice, et là tu parlais des États dont les services étaient plus ou moins sérieux. Vous imaginez bien que lorsqu'il y a des décisions de justice pour éloigner ceux qui sont irrégulièrement sur le territoire, donc à peu près 70-80 000 par an, et qu'on tombe à des éloignements effectifs 12,6% sur les 6 premiers mois de 2018, parce qu'il faut bien évidemment que les États acceptent de reprendre leurs ressortissants à condition qu'ils soient leurs ressortissants. Donc les fausses cartes d'identité du Mali, vous savez comment sont faites les frontières. Donc on est dans ce monde-là. Donc s'il n'y a pas vraiment de volonté politique forte, ferme, dans la durée, eh bien on ne s'en sortira pas. Et là c'est le vrai sujet. Les trafics aujourd'hui d'êtres humains rapportent plus que le trafic de drogue et le trafic d'armes. Donc ça, c'est vraiment intimement lié à ce sujet des fraudes aux documentaires et aux fausses cartes d'identité, aux fausses identités. Merci. Alors, il est 10h presque 20. Je vous propose un petit quart d'heure de questions. Vous avez simplement, si vous voulez bien vous présenter, on va prendre quelques questions. Vous avez un petit bouton pour le... Bonjour, je m'appelle Éric Darc, je suis vice-président du Front républicain d'intervention contre la corruption, le FRIC, de C. Oui, sauf que là où je navigue sur nos amis les élus, certains ne sont pas très chics du tout. Mais la fraude fiscale et la fraude sociale, évidemment, c'est un sujet également. Je voudrais vous faire deux remarques. Une, c'est un peu en forme de provocation, mais je pense qu'il y a quand même un fond. C'est que si les élus, dont vous faites partie, ne prennent pas ces problèmes et ces problématiques en charge, et ne règlent pas ce problème, les Français vont s'en charger. Et je peux vous dire qu'on entend de plus en plus, moi je vois des lanceurs tous les jours, ils finissent par nous dire, les élus, si ça continue, on va les pendre. Voilà, ça c'était en forme de provocation, mais je peux vous dire que ce sont des choses que j'entends de plus en plus souvent. La question derrière, c'est est-ce qu'une association comme le FRIC peut se saisir de ce sujet et donc notre moyen d'action, c'est de déposer des plaintes. On a déposé une plainte contre Mme Buzyn, qui visiblement a oublié de faire son travail, contre M. le maire, qui est, pour reprendre votre terme, un peu léger. Voilà. Donc, est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce qu'il faut attendre le droit de tirage suivant pour que le Sénat se saisisse? Alors, bon, je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que si vous pendez les élus, c'est une infraction criminelle. Mais sur votre question, je ne sais pas si vous êtes une association habilitée à vous constituer partie civile, vous savez qu'il y a des règles, etc. En matière d'escroquerie ou aux finances publiques, en la matière aux finances sociales, je ne crois pas que les associations puissent se constituer partie civile. Je ne suis pas sûr que vous soyez recevable juridiquement à vous constituer partie civile, à déposer une plainte ou signer au procureur de la République, n'importe qui peut le faire. Donc ça, il n'y a pas besoin
d'être habilité particulièrement. Après, le PROC donne suite ou pas, mais derrière, vous savez, sur l'engagement de la CPC, il faut que vous soyez soit directement victime, soit que vous soyez un organisme habilité à se constituer partie civile. Alors, oui, non, mais vous savez bien que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a des exceptions assez spécifiques. Par exemple, un actionnaire n'est pas forcément recevable à se constituer partie civile sur un bien social. Vous voyez, il y a des conditions qui sont assez particulières. Mais bon, je laisserai éventuellement à des enseignants universitaires qui sont présents à la salle pour répondre peut-être plus précisément si vous souhaitez là-dessus. En revanche, sur ce type de problématique, effectivement, on est face à une infraction pénale, enfin une multiplication d'infractions pénales. Ce sont des escroqueries, puisque vous avez une manœuvre frauduleuse initiale, l'usage d'un faux pour obtenir le paiement de prestations derrière, ou en tout cas déjà l'obtention d'un numéro de sécurité sociale qui en lui-même n'est pas une condition suffisante pour obtenir des prestations sociales, mais qui est une condition nécessaire. Et derrière, le fait qu'il y ait un paiement alors que vous avez un faux document, juridiquement parlant, c'est pas mal vu, c'est illégal puisque le Code de la sécurité sociale a été modifié pour ce faire. C'est moi qui ai rédigé le texte, je sais ce que j'ai rédigé, je connais l'esprit de la loi, il est sorti de là, en l'espèce de disposition. Donc c'est il y a un préjudice, donc il y a une fraude, puisqu'il y a un préjudice financier du simple fait d'avoir un numéro de sécurité sociale sur la base d'un faux document. Alors vous pouvez effectivement déclencher l'enquête pénale, qui va être très compliqué de manière générale. Sur le lieu de commission d'infraction et donc sur la compétence du procureur de la République, c'est un peu partout en France, sauf si vous considérez que c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui centralise la trésorerie, qui est victime aussi, et donc vous aurez une attribution de compétence à un procureur de la République, qui dans la région parisienne, à ce moment-là, il estimait que c'est le procureur de Paris au titre de la GIRS. Et vous avez donc ces infractions pénales, et vous avez de l'autre côté une problématique financière relative à des paiements qui ne devraient pas être faits, et donc là on rentre dans le schéma CDBF, cours de discipline budgétaire et financière, qui est dans la Cour des comptes. Donc là c'est l'engagement de responsabilité de l'ordonnateur, pas du comptable, de l'ordonnateur. Le ministre n'est pas justiciable de la CDBF. Son cabinet l'est, les directeurs d'administration le sont, les administrateurs le sont, et pas le ministre. Le ministre n'est pas justiciable de la CDBF. En revanche, alors sur la CDBF, ce serait ce qu'on appelle de l'octroi à autrui d'un avantage injustifié, et vous avez le traitement pénal aussi d'infraction qui existe là-dessus. Donc oui, si vous souhaitez déposer plainte, vous pouvez. Un procureur appréciera les éléments que vous amenez. Maintenant, très objectivement, le traitement de ce type de dossier, si on part du principe qu'on a effectivement 1,5 million, 2 millions de cas de fraude et donc d'infractions à traiter, d'abord il faut les détecter, donc ça ne se fait pas en 15 jours, et ensuite il faut mettre en place une ingénierie de traitement contentieux qui est très lourde. Vous savez, moi j'ai déjà joué à ça dans le cadre de la fraude aux reconstitutions de retraite dans la loi FIS. À l'époque, on avait des milliers de gens qui avaient fait des faux pour se reconstituer des trimestres, et donc on avait mis en place une ingénierie de traitement avec l'IGF, la DNF, l'IGAS et les caisses, la CNAM en espèce. Ça avait pris pas mal de temps. Et ça ne se fait pas si facilement que ça. Donc la voie pénale n'est pas forcément la plus adaptée pour ce dossier. C'est la cloche, j'ai ma cloche, une petite cloche, une petite sonnette. Je voudrais vous répondre. D'un point de vue strictement républicain, Madame Buzyn n'est absolument pas responsable de la situation. Madame Buzyn, je ne lui en veux pas d'avoir traité de menteuse. Je dis simplement qu'elle devait être fatiguée après la nuit qu'elle a passée à l'Assemblée nationale et que probablement ses services lui ont vendu une histoire qui n'est pas la bonne. Donc, bon. Deuxièmement, Monsieur le maire a fait, comme beaucoup de gens, beaucoup de politiques, il a annoncé une mesure qui n'était pas encore en état, après l'avoir refusée, et je crois que dans cette maison, on a quand même l'habitude de ce type de choses. Donc, moi, je serais, d'un point de vue strictement républicain, je ne partagerai pas votre position de déposer une plainte contre l'un ou l'autre, parce que la nominem en l'état ne me semble pas opportun. Et pourtant, je suis la première à vous dire que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Bon. Et c'est quand même moi qui me suis fait maltraiter dans l'hémicycle. Mais c'est pas grave, on a le cuir dur, sinon on ne fait pas ce métier. Ça, c'est la première chose. La seconde,
c'est que oui, pour le droit de tirage, je pense que là où les citoyens ont leur rôle à jouer, et maintenant il y a notamment les pétitions et autre chose, je pense qu'il faut absolument, j'espère que le groupe politique auquel j'appartiens me donnera satisfaction cette année, enfin dans tous les cas à partir d'octobre, à la prochaine rentrée, puisqu'on a le droit de tirage étudié, ici ou à l'Assemblée nationale, j'aimerais mieux que ce soit ici, j'aimerais mieux être associé. Mais vous voyez, si l'Assemblée fait une mission et associer le Sénat là-dessus, ce ne serait pas complètement idiot qu'à deux bouts du boulevard Saint-Germain, on traite ensemble le même sujet. C'est quand même souhaitable. Bon, maintenant, on a chacun notre méthode, et je pense que là où le mouvement citoyen doit intervenir, en tant que citoyen, en tant que contribuable, c'est précisément d'arriver à pousser de façon à ce que cette commission d'enquête ait lieu, parce que c'est notre travail parlementaire. Mais voilà, il faut que pendant ce temps-là, il n'y ait pas des raviolis au cheval, un problème avec Fessenheim, un autre souci qui nécessite une commission d'enquête, parce que notre droit de tirage, il est limité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il est limité. Donc à un moment, dans un groupe politique, quand vous avez 51 sénateurs, ben, c'est pas toujours le même qui doit obtenir le droit de tirage. Moi, j'ai eu les réseaux djihadistes que j'ai demandé en juin 2014, 6 mois avant Charlie. Quand même croire que j'étais sur le sujet, et après sur l'organisation de l'ISA, où le travail du Sénat est le seul travail sérieux qui a été fait depuis approximativement le droit de tirage ici, il est quand même bien utilisé. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il faut plutôt militer dans le cadre d'une saisine par voie d'une pétition par exemple, d'une commission d'enquête à la prochaine session de ceci. Oui, bonjour. Je suis Benoît Menario. Je suis consultant dans la lutte contre la fraude identitaire et la fraude documentaire depuis une dizaine d'années. Et moi, j'ai l'impression que j'adhère à tout vos discours. Par contre, il faudrait mettre en point numéro 1 la sécurisation de l'enrôlement, du onboarding. Et ça, je pense que c'est un point qui va venir encore plus du fait de la digitalisation à venir avec les millions. Alors moi j'ai une question pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à la CNI en carte à puce. Et ça a été un gros problème parce qu'on voit tous nos pays voisins, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, ils ont tous cette puce. Et cette puce, là, vous bloquez un nombre de sécurisations. J'ai travaillé 20 ans dans la médicale. D'accord. Alors j'ai une double question. Quelle est votre position par rapport à France Connect? Et quelle est votre position par rapport à la mission de Valérie Pénaud? Alors, sur France Connect, moi je ne l'utilise pas. Et donc, la mission, en revanche, sur ce que vous dites sur la sécurisation des cartes d'identité, moi je suis un grand partisan de la biométrie. Voilà, donc en gros, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a deux options pour traiter le problème. Soit effectivement en attaquant dur sur 20 millions de stocks de dossiers, on cible les pays potentiellement les plus fraudogènes en origine prétendue du document. Ouais, voilà, oui, parce qu'il faut bien comprendre que la nationalité prétendue du faux document ne correspond pas forcément, et en général ne correspond pas du tout à la nationalité du fraudeur. Voilà, les gens ils fraudent en utilisant un document qui provient prétendument d'un pays dans lequel l'état civil n'est pas sécurisé. S'ils prennent un faux document algérien, ils ne sont pas forcément algériens. S'ils prennent un faux document irakien, c'était Strasbourg, le titre n'était pas du tout irakien. Voilà, vous utilisez des faux documents parce que vous savez que dans tel et tel pays, c'est pas sécurisé, donc ça peut passer. Donc il faut bien faire cette décorrélation entre les deux. Je le dis tout le temps, mais ça va bien en disant. En revanche, deux options, soit vous attaquez en dur, et ça va prendre beaucoup de temps, je pense qu'on en a pour 5-6 ans, en faisant un marché public, etc., pour dépousser les trucs, puis après expertiser. Soit vous avez l'autre option, qui est de refaire un enrôlement complet de la population, avec carte vitale, carte d'identité biométrique, carte de sécurité sociale biométrique, pour être sûr que tout le monde a une carte biométrique, parce qu'à ce moment-là, ce type de fraude, en fait, c'est des gens qui sont de multiples identités. C'est pas une fraude pour obtenir des titres de séjour, c'est une fraude pour obtenir des sous. Ce type de fraude ne permet pas d'obtenir un titre de séjour, mais simplement d'obtenir de l'argent. Si vous passez sur un système biométrique, vous avez enrôlé l'ensemble de la population avec une carte vitale biométrique, qui peut servir à passer biométrique des empreintes, tout simplement.
aussi sur la carte d'identité, etc. Si la personne veut se faire 2 identités ou 3 identités, vous aurez tout de suite l'alerte. Parce que les paluches, elles vont parler immédiatement. Bon. Il se trouve qu'en France, on sait faire. On a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. On a fait de l'enrôlement en Afrique, on a fait de l'enrôlement en Inde, dans des pays où il y a beaucoup plus de population qu'en France. Donc techniquement, on sait faire. Il y aurait un petit coût, et puis, évidemment, de réenrôler tout le monde. Il faudrait le faire sur 1 ou 2 ans. Mais derrière, en expliquant aux gens, voilà, soit vous avez l'enrôlement biométrique et c'est bon, et si vous ne l'avez plus à partir d'une date T, vous n'avez plus de prestations sociales, plus aucune, terminé. Voilà, là vous aurez réglé le problème. Merci. Juste pour rebondir, la question de l'identité numérique est très intéressante. Parce que sur cet aspect-là des choses, mais surtout là, on est de plus en plus amené à rester sur Internet. Et la question de cette identité numérique de la personne est vraiment un sujet à développer. Je crois que le gouvernement avait, dans un premier temps, pensé à se pencher sur cette question-là. On en a plus du parler. C'est vrai que c'est dommage. Il y a la mission avec Valérie Pénaud qui est liée aux 3 ministères. Le ministère de la Justice, le ministère de M. Moudjad, je ne sais plus son nom, Mouni, voilà. Et troisième, les affaires sociales, je crois. Et Valérie Pénaud a une mission bien déterminée sur l'identité numérique. On va attendre le résultat, sachant que quand on veut du biométrique et des empreintes, si vous mettez votre empreinte comme identifiant de votre portable, vous fragilisez le dispositif. Monsieur. Merci, je m'appelle Joël Blanville, je suis conseiller municipal d'opposition dans une ville socialiste du Val-de-Marne. Et je suis actuellement à la retraite en fonction au ministère de l'Intérieur et à la police technique et scientifique, donc je vois un peu cultivé dans ce que je ne sais pas me dire. Vous confirmez qu'on ment pas? Non, je ne sais pas. Maintenant, si vous avez des conseils dans le domaine, parce que je suis à votre disposition. J'ai suivi le projet de la police nationale des années 80 à 2004 sur les empreintes digitales, sur l'informatisation des empreintes digitales. Là, je peux vous écrire même plusieurs volumes sur le sujet. Et en particulier, qui est particulièrement efficace actuellement, je suis parti en retraite en fin 2004, et c'est le système, donc a mis un petit peu de temps à se rouler, parce que c'est pas évident à mettre en place, et qui utilise notamment les empreintes palmaires qui n'existaient pas auparavant. Je peux vous dire que ça a été la croix et la bannière pour instaurer ce système, que les préjugés en la matière sont formidables. Nous avons assisté techniquement également à l'époque de l'OFPRA dans les années 90 pour mettre en place un système de contrôle, justement ça rejoint un petit peu la problématique, un système de contrôle des prestations. Donc du jour au lendemain, j'ai été amené à monter un système manuel et j'ai prouvé par un USB que vous avez des gens qui souffrent une dizaine, une vingtaine d'années, comme ça, il n'y a pas de problème, percevez vos allocations et vous aviez des individus qui se baladaient des voitures de sport avec un petit nanar qui faisait tour des préfectures et touchaient les allocations. Et après, les caisses étaient vides, donc les autres, ils n'en avaient plus. Et vous n'avez plus de lettres de pour payer les autres. Donc, cela m'importe. Cependant, j'ai 2 questions quand même à vous poser. J'ai été outré, scandalisé avant de venir à cette réunion, et là je suis effondré. Effondré de voir j'ai tellement énervé, la lâcheté de nos hommes politiques. Vous avez 2 minutes 30, monsieur. D'accord. Et donc, alors 2 questions. Vous avez, si j'ai bien compris ou pas compris, il y aurait 2 responsables là-dedans. Il y aurait la CAF peut-être qui doit être à côté de ce compte, et peut-être la volonté politique. Et pourquoi la majorité actuelle ne s'engage pas plus dans ce système-là pour essayer de régler les choses? J'ai calculé, c'est combien 112 milliards quand même depuis 2011. Alors on fait suer les Français pour 3 francs 6 sous, et là on a 112 milliards qui s'envolent, et puis tout le monde trouve ça normal. Dernier point, j'ai 2 choses à vous dire. J'ai 2 dossiers sous le coude. Si vous voulez bien, je vous en parle. Merci.
Le aviseur se fait hors caméra. Mais juste pour vous dire, oui, effectivement, la responsabilité, c'est pas tellement le politique, il faut regarder plutôt du côté des administratifs qui traitent les choses. Mais moi, je voudrais vous dire que moi j'étais très surprise parce que je trouve que pour une majorité nouvelle, c'est un très beau dossier parce qu'ils ne sont pas du tout responsables de la situation. Donc ils récupèrent la patate chaude. Je pense que moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait un état des lieux parce que le premier qui a réagi c'était Fillon. Après il y a eu ce qu'il y a eu, il ne s'est plus rien passé entre 2011 et aujourd'hui. Et c'était un très joli dossier pour quelqu'un en disant écoutez, on va jouer carte sur table, il y a un problème, etc. Moi je pense que la volonté politique c'est celle-là, c'est aussi le poids de l'administration, parce que vous avez en cascade un certain nombre de gens qui ont consenti à un certain nombre de compromis sur un certain nombre de choses. Vous avez des administrations comme par exemple EDF qui maintenant met 2 codes barres sur les factures parce que c'est des justificatifs de domicile dont on a besoin. Donc maintenant il n'y a plus un code barre parce qu'on s'est rendu compte qu'avec un code barre on pouvait frauder, donc maintenant ils en mettent 2. Et c'est pourquoi, je veux dire, tout ça problème, et je pense qu'il y a un problème, et je crois que Mme Buzyn a raison, parce que ceux qui ont le plus repris l'info et pas avec une bonne intention, ça a été l'extrême droite, et quand elle dit que ça fait le jeu du Front National, c'est pas moi qui fais le jeu du Front National, c'est la situation qui fait le jeu du Front National, et moi je suis pour rien, ceux qui me connaissent savent que c'est tout à fait le contraire. Donc voilà, je crois qu'il va falloir motiver les choses, et d'un point de vue technique, je pense que c'était un très beau dossier pour la nouvelle majorité. J'ai beaucoup de mal à comprendre, et sinon quand même, après un peu d'expérience dans cette maison, il y a des sujets qui sont douloureux, et celui-là en fait partie. La parité, madame d'abord. Alors moi, je suis une simple citoyenne du 19e arrondissement. Ah oui, je suis vraiment novice. Donc je disais, je me présente, je suis Martine Châtelier-Plon. Je suis une simple citoyenne du 19e arrondissement. J'ai noté quelques aberrations et que notent aussi les citoyens dans leur quotidien. Et quand j'écoute effectivement qu'on ne fait rien au niveau politique, que faut-il que les citoyens fassent pour vous aider et que tout soit mis en route? Parce que là, l'agacement et je dirais la colère montent de plus en plus dans tous les quartiers. Il faut absolument que les citoyens contribuables et les citoyens qui doivent bénéficier de ces capitaux puissent en jouir le plus vite possible. L'année 2019 est catastrophique au niveau de l'énervement et de la colère des habitants et des contribuables. Alors, y a-t-il un fichier sur la carte vitale? Il faut le créer immédiatement. Il ne faut plus attendre. Ensuite, vous avez... j'ai fait 45 ans de banque et j'étais justement à la conformité et j'ai partagé des dossiers effectivement assez compliqués en matière de fraude. Il y a effectivement des administrations qui sont mises en place, il manque des moyens, il manque des outils. Et bien moi je suis désolé, il vaut mieux mettre 100 000 personnes payées à 3 000 € pour contrôler, ça va nous faire récupérer 125 milliards. Mais il n'y a pas de compte à faire, c'est l'urgence immédiate. Moi je vous dis le sentiment de ce que j'entends dans mon quartier. Et c'est un tout petit quartier. Alors, d'abord, je vous remercie d'être venu. Cette maison est la vôtre, déjà pour commencer. Vous pouvez fermer votre micro, merci. Voilà, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Blanc, voilà. Donc, je vous remercie d'être venu. Cette maison est la vôtre. Comme je remercie Madame Lao qui est venue aussi. Voilà, c'est vous. Oui, c'est vous dont je parlais. Voilà. Et donc, je vous remercie de toute façon, je vous remercie d'être venu. Je pense que ce qu'il faut faire, d'abord, je peux venir animer chez vous, on peut venir animer chez vous une réunion, ça, c'est pas un souci. Et deuxièmement, je pense qu'il y a des pétitions, il y a suffisamment de moyens dans la République pour se faire entendre. Et je pense que l'agacement qui est arrivé avec les Gilets jaunes, à un moment, ça a fait cocotte minute. Et la réponse qu'on donne, nous, c'est d'abord une réponse républicaine.
Donc vous comprenez bien que les violences, les insultes, etc. ne font pas partie du dispositif, mais c'est surtout une participation massive aux prochaines élections, parce que c'est la voie de la République, et puis aussi, par voie de pétition, de saisir vos élus. Vous avez dans tous les journaux les éléments de débat, et je crois que vous avez assez d'éléments aujourd'hui pour demander des comptes, et nous, on se fera évidemment le porte-parole. Vous avez des députés, vous avez des sénateurs de Paris, je pense qu'il n'y a aucun souci pour qu'on progresse ensemble. Notre volonté n'est pas affaiblie. Voilà, monsieur Ferré. Oui, je précise, il y a normalement au moins 3 organes de presse dans la salle. Le Figaro est là, Le Monde est là et les Échos sont là. Vous pouvez aussi aller leur expliquer et témoigner en tant que citoyenne. Vous identifiez les journalistes qui sont cachés dans la salle et vous leur dites ce que vous avez aussi à leur dire. Parce que les médias sont là aussi pour porter, entre guillemets, la parole des citoyens témoins. Alors, il est 41. Oui, il y avait les deux messieurs. Oui, non, mais je propose qu'on passe encore 3 questions et qu'on passe à la table suivante. Allez-y. Alors bonjour, moi Léa, analyste financier chez le groupe Crédit Coopératif. Donc tout d'abord, je veux vous remercier pour animer cette réunion. Et je veux remercier en fait toutes les personnes présentes à la salle. J'ai une petite question, c'est plus au niveau, on a beaucoup parlé de la fraude fiscale, mais pas de l'optimisation fiscale. On n'a pas encore parlé de la fraude fiscale. On n'a pas encore parlé, c'est la prochaine étape. D'accord. Vous posez la question après alors. D'accord, monsieur. Oui. Comme ça, on va. Non, Merci. Juste revenir sur deux, trois petits points techniques. À l'époque où je travaillais dans le retraite, on avait quelques soucis, j'étais en compliance comme la dame derrière, on avait quelques soucis d'appliquer les règles, entre autres du CMA, du Code monétaire et financier, parce qu'on nous opposait systématiquement la CNIL. La CNIL, c'était le bouclier de ceux qui ne veulent rien faire contre la fraude fiscale, contre la fraude sociale, etc. etc. Donc on nous disait, vous avez la CNIL, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. La Commission nationale informatique et liberté. Croiser des fichiers, faire des croisements de fichiers entre des fichiers de pièces d'identité nécessaires dans tous les fichiers, dans tous les dossiers de crédit, et de l'autre côté, vérifier si ces pièces d'identité, elles étaient bonnes, elles n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas utilisées ou réutilisées. J'ai eu des cas où j'avais une personne qui avait 3 identités différentes parce qu'elle utilisait, une personne sud-africaine à elle, qui utilisait 3 prénoms différents alors que c'était la même personne avec 3 sociétés, etc. Donc ma question première, c'est qu'en est-il de l'évolution des mentalités à la CNIL en matière de croisement de fichiers pour la lutte contre le blanchiment? La deuxième question, c'est est-ce que nous utilisons réellement tous les arsenaux juridiques qui existent, comme par exemple, on a parlé tout à l'heure des gens qui fraudaient le RSA. Ils fraudent le RSA, mais ils ont l'obligation d'avoir un compte bancaire. Pourquoi ne pas faire comme ce qu'on appelle le fichier des terroristes uniques, c'est-à-dire un gel des comptes bancaires de ces personnes, un gel temporaire, 6 mois, 1 an, c'est-à-dire on leur coupe le système de financement, où on leur donne aucune capacité de recommencer, voire de continuer à frauder avec des cartes bancaires, etc. etc. Est-ce qu'on utilise réellement bien l'arsenal judiciaire qu'on a entre les mains, ou est-ce que c'est encore une fois éventuellement les juges qui ne veulent pas l'utiliser? Voilà les questions. Merci beaucoup. Je voudrais juste répondre sur la CNIL, bien que je ne vais pas me fâcher avec la CNIL, bien sûr. J'ai toujours considéré que c'est souvent un argument que donnent des services conformité de dire on ne peut pas parce que c'est la CNIL. D'abord, il y a l'autorisation 003 de la CNIL qui dit qu'en matière de lutte contre le blanchiment, on peut avoir des systèmes qui sont très complexes, et ce que nous avons tous dans toutes les banques. Et la deuxième chose, c'est que, je sais que vous avez parlé de la fraude, et l'article 61.15 du Code monétaire et financier dit qu'on doit déclarer toutes sortes d'opérations susceptibles de provenir d'une infraction pénale. La fraude est une infraction pénale. La fraude est bien dans le giron du blanchiment. Donc les outils blanchiment et fraude, c'est le même.
Donc il n'y a aucune raison, au niveau CNIL, de dire le contraire. Et je pense que la CNIL n'est pas d'accord. Après, sur le. J'ai plus la deuxième question. Non, sur la juridique, le gel des comptes, c'est pas possible. D'abord parce que on n'est pas sur des terroristes. C'est pas la même chose. Et puis si vous fermez des comptes, chaque Français et même étranger, maintenant on a toute l'Europe a le droit d'avoir un compte bancaire en France. C'est l'appel le droit au compte. Donc de toute façon, on bouge d'un côté, ça rentrera par l'autre côté. Précision, le droit au compte, c'est un droit d'une personne qui n'a pas de compte. Sauf que les banques n'ont pas accès au FICOBA, il faut juste le savoir, ni la Banque de France d'ailleurs. Ce qui fait que la Banque de France donne des comptes en droit au compte, et simplement parce que vous dites que vous n'avez pas de compte ailleurs. Point. Donc si vous voulez des comptes gratuits, vous dites que vous n'avez pas de compte ailleurs, vous avez un compte. Là, ça c'est un vrai sujet de droit au compte. Et un sujet de blanchiment aussi, et de fraude. Alors, sur le problème de la CNIL, on a eu à peu près le même problème avec les fichiers de terroristes. On a des gros problèmes parce qu'on avait un fichier avec les noms et un fichier avec les photos. Voilà. Et que les deux n'étaient pas ensemble. Et que donc c'était un peu compliqué. Et on a toujours le même problème. Et moi je pense qu'il faut, alors pour le coup, en dehors de ce sujet-là, et sur des questions tout aussi sérieuses qui sont des questions de sécurité, revoir complètement la loi de 78 qui a créé la CNIL et remettre à plat à la lumière. Pardon ? C'est le RGPD, non ? Voilà, il faut complètement revoir ces dispositifs à l'aune de la dématérialisation. Monsieur d'abord et madame enfin, après c'est tout pour cette table. Merci beaucoup, Philippe Muret, je suis économiste. J'ai une question qui est toute simple par rapport à cette fraude documentaire qui vient aussi de la dématérialisation des documents. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement convoquer les gens dont les documents sont illisibles? Parce que vous disiez, Madame Boulet, Madame la sénatrice, qu'on appelait à ce moment-là le Kyrgyzstan. Ce ne serait pas plus simple de faire venir la personne avec tous ses documents d'identité, ses quittances de loyer, etc. Est-ce que la dématérialisation ne va pas trop loin? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Et je vous dis, ce matin, j'ai changé d'adresse pour ma carte de grise. Et en fait, je suis allé sur le site de la MTS et on m'a juste demandé une déclaration sur l'honneur. Même pas une quittance de loyer. Ils m'ont dit, c'est bon, tout est réglé. Je trouve ça très étonnant. Bien sûr, mais vous allez convoquer des personnes, et ça arrive, qui vont être munis d'actes, qui seront aussi bidons que les actes qu'ils ont eus précédemment. Donc, si vous voulez, la convocation, c'est intéressant pour l'existence du créancier de la prestation. Ça se fait. Notamment, mais malheureusement, ça n'empêche pas la fraude. Mais la convocation, ça se fait notamment pour les prestations qui sont non exportables. Et les retraités à l'étranger, ça se fait. Madame, et puis on passera à la deuxième partie que vous voulez dire. Oui, bonjour, je suis une simple citoyenne, j'habite au Vers-sur-Oise, je m'appelle Madame Diamantidis. Je voulais juste faire une aparté sur la notion du comportement des gilets jaunes par rapport aux taxes. Les gilets jaunes, au départ, ont bien commencé en disant trop de taxes. Nous touchons 1 200 €, nous ne pouvons plus vivre, ok? Taxe sur taxe sur taxe. Et on prend en plein dans le museau ce que je connaissais, que vous précisez aujourd'hui. Nous nous faisons pirater notre argent qui devrait nous revenir. Donc comment voulez-vous que la France en sorte? On se fait plomber, c'est une mafia qui est en place et l'État ne fait rien. À part dire atteinte aux droits de l'homme quand on dit à quelqu'un que c'est un faux papier, c'est tout. Atteinte aux droits de l'homme, on prend un avocat et le papier redevient certifié conforme. Voilà, donc les gilets jaunes au départ c'était bien. Maintenant je ne suis plus du tout d'accord, c'est parti. La taxe au départ, d'accord, nous on nous colle des taxes et le citoyen doit payer. Et les autres, ils s'en mettent plein les fouilles. Ils ont des retraites, ils n'ont jamais travaillé en France, ils ont des retraites, c'est vrai. Comment se fait-il que ça fait 20 ans que j'entends parler? Parce que croyez-moi, j'ai battu le terrain. Moi, j'ai tenu la politique pour essayer de faire avancer la citoyenneté, d'avancer le pays, et on se fait ponctionner, on nous prend pour des andouilles. Voilà ce que je veux dire. Merci. On a noté, je vous remercie pour cette table.
Juste répondre à madame, c'est effectivement, vous avez raison quand vous dites que initialement le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement qui réclamait moins d'impôts. On voit d'ailleurs que depuis quelques semaines ça se transforme en des gens qui réclament l'ISF, plus d'impôts, la progressivité, etc. Donc il y a un détournement fondamental du mouvement populaire initial. C'est assez intéressant d'ailleurs en matière d'analyse politique. De voir comment l'expression publique du mouvement est détournée de la réalité de ce que veulent les gens. Et derrière, on est là pour ça. Vous avez bien compris que nous, notre position, c'est de dire on préfère aller prendre l'argent chez les voleurs pour le rendre aux gens plutôt que d'aller la prendre dans la poche des contribuables.